Bonjour tout le monde, s'il vous plaît. Alors donc les semaines précédentes, on a étudié les propriétés quantiques du gaz parfait de fermions, de bosons, avec des applications ou des phénomènes physiques, je pense, assez variés, du gaz d'électrons aux étoiles, aux atomes froids, etc. On va compléter le tableau aujourd'hui en s'intéressant à un autre gaz de particules, ce sont les photons. Alors on va voir que les photons, ça se comporte comme des bosons, mais vous savez que les photons sont des particules de masse nulle, et on va voir que ça se comporte comme des bosons, mais sans potentiel chimique. C'est un détail sur lequel j'insiste maintenant, mais qu'on va voir progressivement. Quand vous mettez des particules massives dans une boîte, le nombre de particules est conservé. On a trouvé un artifice pour se libérer de la contrainte de ce nombre de particules. On a fixé le nombre de particules en moyenne. Fixer le nombre de particules en moyenne, c'est introduire un potentiel chimique. Si vous mettez des photons, contrairement à des particules massives, si vous mettez des photons dans une boîte, ce nombre de photons, il n'est pas conservé. Si vous chauffez la boîte, vous allez avoir de plus en plus de photons. Il n'y a pas de contrainte sur le nombre de photons, donc on verra qu'il n'y a pas de potentiel chimique. Donc ce sont des bosons sans masse et sans potentiel chimique. Donc vous allez retrouver un certain nombre de choses que vous avez déjà vues et des nouveautés. Alors un gaz de photons, voilà, c'est simplement le rayonnement électromagnétique. Donc la question qu'on va se poser, c'est on va mettre le rayonnement électromagnétique dans une boîte à la température T et on va chercher les propriétés statistiques, thermodynamiques de ce rayonnement électromagnétique. Donc c'est un parcours qui va nous mener des origines de la mécanique quantique avec la contribution essentielle de Planck et ce qu'on appelle le rayonnement du corps noir, jusqu'à des développements récents et assez fascinants de la cosmologie, le rayonnement fossile de l'univers, qui a été largement étudié grâce à un satellite qui porte le nom de Planck, et on verra bien pourquoi. Alors je pense que c'est un cours qui est, une matière qui est particulièrement intéressante pour deux raisons. D'abord, c'est la physique de notre quotidien. Qu'est-ce que c'est que le rayonnement électromagnétique dans lequel nous baignons ? Quelle est la physique des transferts d'énergie, le rayonnement qui nous vient du Soleil, l'équilibre thermique de la Terre. C'est une ouverture sur un aspect dont on ne parlera absolument pas aujourd'hui, qui est la physique des lasers. Et puis, comme je l'ai dit, ça part dans des directions très variées et fascinantes, comme la description du rayonnement cosmologique et la preuve que l'univers est en expansion. C'est aussi intéressant du point de vue historique de l'évolution des idées. On verra avec les contributions, parce que ça remonte vraiment au début de la révolution quantique, avec les contributions essentielles de Max Planck et Einstein. Alors un aspect pratique, donc le contrôle, je vous rappelle, vous le saurez certainement. Le point que je veux vous rappeler, c'est qu'il se fait sans document, mais il y a un formulaire avec un certain nombre de formules essentielles qui est joint au problème. Si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, vous regardez les problèmes des années précédentes. Ce n'est pas une raison pour oublier toutes les formules qui se trouvent dedans. Souvent, on voit beaucoup de gens qui perdent du temps à tourner les... Alors maintenant, vous n'avez plus le poly, donc... mais simplement chercher des formules dans le formulaire, vous perdez du temps. Donc vous avez quand même intérêt à ne pas trop vous reposer là-dessus. Évidemment, donc les accessoires sophistiqués sont interdits, mais il y aura besoin des 4 opérations pour quelques applications numériques. Voilà. Alors le plan de secours, bon, on reprend les lignes dont je viens de parler. Il va falloir comprendre donc qu'est-ce que c'est que l'énergie du rayonnement électromagnétique, avec cette fameuse loi de Planck qui décrit ce qu'on appelle le spectre du corps noir. C'est une des formules les plus importantes de la physique. Et pour la première fois, on y voit 2 nouvelles constantes fondamentales, la constante de Planck, introduite par Planck, et la constante de Boltzmann, aussi introduite par Planck en hommage à Boltzmann, mais toutes les deux ont été introduites en même temps dans la même formule. Donc une fois qu'on aura dérivé cette densité d'énergie, je vais passer pas mal de temps sur un certain nombre de considérations plus générales.
donc liées à notre quotidien, l'équilibre Soleil-Terre, des phénomènes comme l'effet de serre. Je reviendrai un petit peu donc, sur les origines de comment les questions se sont posées à l'origine de la mécanique quantique, et on finira par le rayonnement fossile de l'univers. Donc la question qui est posée, quelle est la distribution d'équilibre du champ électromagnétique dans une boîte à température donnée? Alors cette question bien posée, elle a été pour la première fois par Kirchhoff. Alors, Kirchhoff, c'est un nom que vous connaissez pour les circuits électriques. Hein. La question qui s'est posée, en fait, c'était d'abord une constatation, c'est que quand vous chauffez un corps, un morceau de métal, sa couleur évolue avec la température. Donc ça, ce n'était pas nouveau. Je pense depuis l'âge du bronze, on a remarqué ça. Ce qu'a fait Kirchhoff, c'est vraiment formaliser cette constatation et de constater, enfin de postuler même déjà au départ, que c'est une propriété, le rayonnement est une propriété non pas du corps qui émet, mais du rayonnement lui-même. C'est-à-dire qu'il va étudier non pas le corps qui émet, mais le rayonnement lui-même. Et donc pour ça, s'il veut s'intéresser au rayonnement lui-même, il a besoin d'un corps idéal qui émet ce rayonnement, et ce corps, il l'appelle corps noir. Alors qu'est-ce que c'est qu'un corps noir? C'est un corps qui absorbe complètement le rayonnement qu'il reçoit et qui le thermalise à une certaine température et réémet ce rayonnement à la température du corps. Donc la seule caractéristique du rayonnement va être la température d'équilibre. Alors, pourquoi noir? Donc c'est un mot qui a été proposé par Kirchhoff. Alors pourquoi noir? D'une part parce que avant de le réémettre, ça doit absorber complètement le rayonnement pour le thermaliser. Donc c'est noir. Et puis aussi, un corps noir à température ambiante, on le verra tout à l'heure, ça réémet essentiellement dans l'infrarouge, et l'infrarouge, on ne le voit pas. Donc c'est un corps noir. Alors un corps noir idéal, voilà, c'est une cavité. Hein, je vous ai dit tout à l'heure, on va mettre le rayonnement dans une boîte. Ben voilà, on met le rayonnement dans une boîte. Le rayonnement se thermalise, hein, c'est-à-dire qu'il faut surtout pas que les parois soient réfléchissantes. Il faut que les parois absorbent le rayonnement pour le réémettre à la température T imposée par les parois. Et puis donc on va analyser le rayonnement sortant. Donc ça c'est le corps noir idéal. Nous sommes des corps noirs, on émet beaucoup dans l'infrarouge, mais on n'est pas des corps noirs idéaux, puisqu'on réémet aussi un petit peu dans le visible. Hein. Donc il y a une partie qui est réfléchie directement, et puis une partie qui est absorbée et réémise. Alors un corps noir, un bon corps noir, ça existe, hein, c'est un four. Voilà. Donc ça c'est un corps noir. Alors c'est utilisé par exemple pour des mesures de haute température. Et l'idée, c'est comme on va voir, il y a une relation entre les propriétés du rayonnement et la température. Ben là, on utilise cette propriété qu'en analysant le rayonnement, on mesure la température du four. Il y a des corps noirs, enfin, il y a des réalisations, je dirais, plus quotidiennes, hein, tout ce qui permet de mesurer une température sans contact. Hein, donc là, on analyse le rayonnement, on en déduit la température. Donc ce qu'a proposé Kirchhoff, c'est que cette caractéristique, cette densité d'énergie, c'est une fonction donc, qui caractérise le rayonnement et pas le corps qui émet. C'est une fonction donc, de la fréquence et de la température, et c'est une fonction universelle. Donc Kirchhoff a bien posé le problème, il restait à déterminer cette fonction. Alors c'est Max Planck lui-même qui disait beaucoup plus tard qu'en physique, il est bien souvent plus difficile de formuler un problème que de le résoudre. Un bon physicien doit d'abord savoir formuler le problème avant de le résoudre. Et c'est vraiment ce que Kirchhoff a fait. Il a bien formulé le problème, et Planck l'a résolu 40 ans plus tard. Alors cette densité d'énergie, on va en dire un petit peu plus. Donc il y a eu des mesures qui ont été faites ensuite à la fin du 19e. On a postulé, on a compris, c'est la contribution de M. Wien, que non seulement c'est une fonction universelle de nu et de t, mais c'est une fonction universelle du rapport nu sur t. On va revenir là-dessus tout à l'heure, mais c'est bien ce qui s'exprime quand on chauffe le bout de métal. Si on augmente la température, on déplace les fréquences. Et en fait, donc, l'échelle de température, d'une certaine façon, est proportionnelle à l'échelle de fréquence. Et donc, il y avait à la fois des expériences.
des descriptions phénoménologiques, essentiellement dues à Wien, à la fin du 19e, mais il y avait des écarts entre cette loi de Wien qui était largement empirique et les expériences. Enfin, ça ne marchait pas bien. Et en fait, c'était quelque chose qui était des résultats expérimentaux qu'on n'arrivait pas à expliquer classiquement. Et donc, il a fallu la mécanique quantique pour comprendre, pour décrire le rayonnement, ce rayonnement électromagnétique, donc avec les contributions de Planck et Einstein. Donc, on va adopter un langage un petit peu plus moderne que ceux de Planck et Einstein, mais qui va utiliser tout ce qu'on a vu dans les cours précédents. La question, c'est donc de mesurer, enfin de calculer la densité d'énergie par unité de volume et de fréquence à la température T. Alors, il faut bien voir que cette densité, elle contient deux ingrédients distincts. D'une part, il va falloir déterminer l'énergie moyenne d'un mode électromagnétique. Un mode électromagnétique, comme n'importe quel mode de vibration, quand vous le mettez dans une boîte, vous pouvez faire une analyse de Fourier, le découpler en mode propre, comme les vibrations acoustiques, les vibrations d'un réseau, vous l'avez déjà fait. Donc, on va déjà chercher les modes propres du champ électromagnétique. Et on va voir qu'un mode propre du champ électromagnétique, à température finie, il a une énergie moyenne, une fonction bien déterminée. Et la deuxième étape sera un comptage de ces modes. Donc c'est à la fois les caractéristiques d'un mode donné, de fréquence donnée, et ensuite un comptage de modes. Donc on va commencer par évaluer la première quantité. Alors qu'est-ce que c'est qu'un mode du champ électromagnétique? Eh bien, donc, c'est une solution d'une équation de propagation. Je vais aller assez vite là-dessus. Mais donc, ça, ici, je vais mettre soit le champ électrique, soit le champ magnétique, soit le potentiel vecteur. Et puis, ce mode propre est quantifié par des conditions limites. Alors, je vous rappelle, donc, c'est des champs électriques et magnétiques, ce sont des excitations transverses à la direction de propagation. Ici, je vais mettre ce champ électrique dans une boîte. Donc, je vais avoir des ondes stationnaires quantifiées par des conditions limites, ici des conditions de bordure. Et j'ai une dépendance donc spatiale, une dépendance temporelle. Et je vous rappelle que pour le champ électromagnétique, vous avez une relation de dispersion, c'est-à-dire relation entre fréquence et vecteur d'onde, une relation qui est linéaire, donc soit que j'écris sous cette forme oméga égale ck, ou la fréquence, nu égale c sur lambda, lambda étant égal à 2pi sur k. Donc voilà un mode propre d'oscillation. Alors ce mode propre d'oscillation, je vais prendre ici une onde progressive. Donc il y a une partie spatiale et une partie temporelle. Donc si j'injecte cette fonction ici dans cette équation de propagation, vous voyez que j'ai une dérivée seconde temporelle ici, et puis une dérivée spatiale, mais pour ce mode propre, la dérivée spatiale, c'est simplement le vecteur d'onde. Donc vous voyez, on a une équation ici qui ressemble à une équation d'oscillateur harmonique. Si A, c'était une position, ça c'est l'accélération, ça c'est le terme linéaire, donc ça ressemble à un oscillateur harmonique. Donc on va décrire effectivement ces modes propres comme des oscillateurs harmoniques. Si on va un peu plus loin et qu'on regarde la densité d'énergie associée à un mode, donc je vous rappelle l'énergie totale, qui a une composante électrique et magnétique, je passe vite, mais essentiellement le champ électrique, c'est une dérivée temporelle du potentiel vecteur, alors que le champ magnétique, c'est une dérivée spatiale. On réécrit tout ça en fonction du potentiel vecteur. Ici, tout simplement pour constater que, pour l'énergie, j'ai un terme donc, du premier ordre au carré plus un terme linéaire, et que ça ressemble évidemment à l'énergie d'un oscillateur harmonique. Donc tout se passe comme si un mode propre du champ électromagnétique, c'est un oscillateur harmonique. Donc si on a un oscillateur harmonique, maintenant on a un réflexe, c'est de quantifier l'oscillateur harmonique. Donc on va venir à la quantification de cet oscillateur harmonique. Là, on va passer très vite. En fait, c'est tout un domaine de la physique qui s'appelle la théorie quantique des champs. Il y a une façon propre de quantifier ce champ électromagnétique. On va faire ici des choses un petit peu qualitatives. Mais vous voyez, a priori, naturellement, j'ai envie d'identifier donc un mode du champ électromagnétique comme un oscillateur harmonique. Donc cet oscillateur harmonique, voilà, donc si je change simplement de variable, vous voyez, j'ai deux équations qui se ressemblent tout à fait. L'oscillateur harmonique donc, est
caractérisé par sa pulsation propre. Et je vous rappelle donc que les énergies propres, c'est n plus 1,5 h bar oméga. Donc voilà les niveaux d'énergie de l'oscillateur harmonique. Le 1,5, l'énergie du fondamental, on va l'oublier ici, et on va se rappeler simplement que les niveaux d'énergie de l'oscillateur harmonique sont régulièrement espacés. Deuxième réflexe maintenant, quand on a quantifié un problème, on veut connaître sa description statistique. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est chercher à température T l'énergie moyenne de l'oscillateur harmonique. Donc tout ça, c'est des rappels de choses vraiment essentielles du cours de physique statistique, la quantification de l'oscillateur harmonique et sa physique statistique, sa thermodynamique, c'est vraiment des choses de base. Donc là, c'est des révisions vraiment basiques. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On calcule la fonction de partition, somme de exponentielle moins bêta En. J'oublie le terme, l'origine des énergies. J'ai simplement donc cette série infinie ici à sommer, donc la somme ici de cette somme infinie. L'énergie moyenne, une des formules fondamentales, qu'il ne faut pas aller la chercher dans le formulaire, celle-là, c'est moins d log de z sur d bêta. Et donc, moins d log de z sur d bêta, voilà, on retrouve cette expression, c'était le modèle d'Einstein. Donc, h bar oméga sur exponentielle bêta h bar oméga moins 1. Donc, je vous rappelle la dépendance en température de cette énergie moyenne. Si on est à haute température, bêta tend vers 0, donc je peux développer le dénominateur, et vous voyez, je vais avoir 1 sur bêta, donc je retrouve le régime classique. L'énergie moyenne de l'oscillateur harmonique, c'est kT, révision équipartition de l'énergie. Et puis, à basse température, bêta tend vers l'infini, donc l'énergie tend exponentiellement vers le fondamental. Alors, une façon d'exprimer ce résultat, de même que l'énergie d'un niveau, c'était n plus 1,5 h bar oméga, ben là aussi, j'ai envie de l'écrire sous la forme n plus un petit quelque chose h bar oméga. Et ce que représente ce n ici, c'est le niveau moyen de l'oscillateur harmonique à la température T. Donc à température nulle, il est dans son fondamental, et à température finie, ben, il n'est pas à 1, à 2, ça dépend de la température. Ce nombre-là est un nombre réel, qui est une sorte de moyenne. Alors si vous regardez cette expression, donc, comme je l'ai dit, c'est une révision, c'est quelque chose que vous avez vu au 3e amphi, à la 3e PC. Et ça a aussi une forme qui ressemble à quelque chose que vous avez vu plus récemment. C'est le facteur de Bose. Ça ressemble au facteur de Bose pour un gaz de particules dont l'énergie serait h bar oméga, mais ici, il n'y a pas de potentiel chimique. Donc ça ressemble au facteur de Bose pour un gaz de particules d'énergie h bar oméga en contact avec un réservoir à mu égale 0. Et ce qu'on va voir, c'est que ces particules, en fait, ce sont les photons. Donc il y a un passage conceptuel à faire entre cette description ici en termes de propriété de l'oscillateur harmonique et ici cette description en termes de photons. Qu'est-ce que sont les photons par rapport à l'oscillateur harmonique? Alors si on regarde, donc, je reviens à l'oscillateur harmonique, donc un mode du champ électromagnétique, je fixe K, donc oméga K, donc voilà, j'ai des fréquences fixées. Ce que représente N, c'est l'état d'excitation de l'oscillateur, donc N égale 0, N égale 1, N égale 2. Mais j'ai une autre façon de décrire cet oscillateur, c'est de dire que cet oscillateur qui est dans un état d'excitation N, c'est comme un état fondamental plus 2 degrés d'excitation. Et ces degrés d'excitation, c'est ce qu'on appelle les photons. Donc, un oscillateur qui est dans cet état-là, on va le décrire avec 2 photons. C'est-à-dire que le mode correspondant, c'est 2 photons. C'est la quantification du champ électromagnétique. Donc, l'état d'excitation de l'oscillateur K, ici n égale 2, c'est aussi le nombre de photons dans le mode K, n égale 2. Donc, ce qui est vrai pour une valeur de n, c'est aussi vrai pour la valeur moyenne en température. Ce qui fait que ce facteur-là, qui est d'une part l'état moyen d'un oscillateur d'énergie h bar oméga à la température T, c'est aussi
le nombre moyen de photons d'énergie h bar oméga à la température T. Ce sont deux points de vue un petit peu complémentaires. Ça a mis du temps à être compris, hein, donc ce n'est pas tout à fait évident. Je vais passer un ou deux transparents supplémentaires là-dessus. Ça correspond à des points de vue qui ont évolué en fonction du temps. Le premier point de vue, c'est essentiellement dû à Planck, et cette description en termes de photons, de quantification de l'oscillateur harmonique, c'est essentiellement Einstein, jusqu'à un développement dû à Bose, qui a retrouvé le facteur de Planck, dont je vais reparler tout à l'heure, comme la distribution de Bose d'un gaz de particules à température T. Donc la description de Planck, vous prenez M oscillateurs harmoniques, donc ça c'est ce qu'on a fait largement, hein, c'est le modèle d'Einstein, donc j'ai des oscillateurs de fréquences différentes. Je vais décrire par exemple ici cet état-là par un micro-état, donc le micro-état, le premier est dans un état d'excitation 2, le deuxième est dans son fondamental, le troisième excitation 1, je n'ai pas mis le quatrième. Donc, vous savez qu'on commence la physique statistique comme ça, on décrit les micro-états. On pourrait décrire tout ça en micro-canonique, comme on l'a fait il y a longtemps, plusieurs semaines. Mais je viens de le rappeler qu'en canonique, l'intérêt du canonique, c'est que la fonction de partition se découple. Donc, c'est un produit sur les M oscillateurs indépendants. Et donc, c'est ce que je viens de vous remontrer ici. C'est que l'énergie moyenne d'un oscillateur, c'est donc ce terme ici, cette dépendance en température, N h bar oméga, modèle d'Einstein. Cette description ici consiste à remplacer l'oscillateur de pulsation oméga 1 par un niveau d'énergie h bar oméga 1, puis h bar oméga 2, puis h bar oméga 3. Et je vais dire que si cet oscillateur est... Donc je vais décrire maintenant le même micro-état, mais au lieu de le décrire comme la donnée des états d'excitation, je vais dire qu'un état d'excitation, c'est le nombre de photons dans chaque état quantique. C'est-à-dire que je vais dire que cet oscillateur oméga 1, de fréquence h bar oméga 1, il a 2 degrés d'excitation, c'est-à-dire 2 photons. Je remplace le degré d'excitation par une particule. Le deuxième oscillateur, il est dans son fondamental, donc il n'y a pas de photons pour le deuxième oscillateur. Le troisième oscillateur a un photon, 1 degré d'excitation. Donc cette fois-ci, il s'agit d'un gaz de particules qu'on va mettre dans des niveaux d'énergie. Donc c'est vraiment la description d'un gaz de boson. D'un gaz de boson, mais je peux mettre autant le nombre total de ces particules n'est pas fixé, donc il n'y a pas de potentiel chimique. Et donc je sais que dans ce cas-là, le formalisme grand canonique me donne la fonction de partition grand canonique. Et en fait, quand il n'y a pas de contrainte, la fonction de partition grand canonique, c'est la même que la fonction de partition canonique. Donc évidemment, on va obtenir le même résultat, mais avec une description qui est légèrement différente, puisque ici, ce que représente ce N, ou ce N moyen, c'est l'état d'excitation d'un oscillateur, alors que ici, c'est un nombre moyen, c'est un nombre de photons d'énergie h bar oméga k. D'accord ? Alors encore un transparent pour essayer que ça rentre bien. J'ai donc mon ensemble d'oscillateurs, de pulsations, donc j'ai essayé de le dessiner proprement, de pulsations décroissantes oméga 4, oméga 3, oméga 2, oméga 1. Et donc je vais remplacer cette description ici, ce micro-état, par cette description. Donc qu'est-ce que je fais ? Je range les oscillateurs par niveau d'énergie croissante. Voilà, par niveau d'énergie croissante. Et dans chaque oscillateur, je remplace le degré d'excitation de l'oscillateur par des particules que j'appelle des photons. Donc ce sont deux façons complémentaires de décrire la même physique. Simplement, les photons, ça a une réalité, et ensuite, tous les développements qui ont eu... Ça essentiellement, c'est la description de Bose et d'Einstein, et les photons ont une réalité physique. Donc ici, je vais dire que dans le fondamental, j'ai 2 degrés d'excitation, donc 2 photons. Ici, pas de photons, donc cet oscillateur n'est pas excité. Ici, un photon, etc.
Voilà, donc un photon d'énergie donnée, h bar oméga 1 par exemple, c'est un degré d'excitation du mode du champ électromagnétique de pulsation oméga 1. Donc je peux voir à la fois ce champ électromagnétique comme une onde ou comme une particule. Alors toujours est-il que, quelle que soit l'interprétation qu'on donne, on a déterminé, alors tout à l'heure je l'ai écrit en fonction, c'était h bar oméga, mais h bar oméga c'est h nu, je vais parler plutôt de fréquence maintenant. Donc j'ai l'énergie moyenne d'un mode de fréquence donné, un mode propre, à la température T. Donc il me reste maintenant à calculer combien j'ai de modes propres dans une boîte de taille finie. Donc densité de mode du rayonnement à la fréquence nue. Donc cette densité de mode, donc ce que je vais appeler d de nu, d nu, c'est le nombre de modes dans une tranche de fréquence. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez déjà vu. On ne parlait pas de fréquence, mais on parlait de niveau d'énergie. De façon systématique, si j'ai des nombres sur un axe, je peux compter le nombre de ces points ici, le caractériser soit par le nombre de points dans une tranche donnée, soit par le nombre de points en dessous d'une fréquence donnée. Donc ces points, c'est des modes. Donc de même qu'on avait compté des niveaux d'énergie, eh bien ici, on compte des fréquences. C'est vraiment la même chose. Donc là, ce sont aussi largement des révisions de l'introduction de la densité d'état en énergie qu'on avait vu donc, il y a quelques semaines. Et donc on avait introduit deux quantités, le nombre de modes dans une tranche donnée et le nombre de modes de fréquence inférieure à une fréquence donnée. Donc c'est une fonction de comptage qui compte tous les modes en dessous d'une fréquence donnée. Donc cette somme ici, cette fonction de comptage, dans la limite d'une grande boîte, on avait vu qu'on pouvait la remplacer par une intégrale à condition de connaître l'espacement entre les valeurs de k. Et donc on avait vu que l'espacement entre les valeurs de k, si j'utilise les conditions limites périodiques, c'est-à-dire si je prends les valeurs de k positives et négatives, les valeurs de k sont multiples de 2π sur L. Et donc dans la limite du continuum, ce nombre ici est proportionnel au volume de l'espace des k, tel que la fréquence soit plus petite qu'une fréquence donnée. Donc voilà une formule qui s'écrit en une phrase très simple, donc c'est le volume de l'espace réel, le volume de l'espace des k tel que la fréquence soit plus petite qu'une fréquence donnée. Et puis tout ça à 3 dimensions ici, donc 2π au cube. Donc qu'est-ce que ça... C'est un calcul qu'on avait fait pour des particules massives. Là, il s'agit de particules sans masse. Qu'est-ce qui va changer ? Bon, ce nombre, ce volume de l'espace des k à 3 dimensions, c'est le volume de la sphère. Éventuellement, il faut faire attention à mettre un facteur de dégénérescence. Vous vous souvenez, pour des électrons, par exemple, on a un facteur 2 qui correspond aux deux valeurs du spin. Ici, ce n'est pas des électrons, ce sont des modes électromagnétiques. Et vous savez que pour une valeur de k, eh bien, il y a une dégénérescence de mode. Il y a deux modes linéaires, deux modes transverses linéaires, ou deux polarisations circulaires, gauche ou droite. Donc on a une dégénérescence 2 qui correspond aux deux polarisations du champ électromagnétique. Donc voilà, ce nombre de modes, il est compté, mais il est dans l'espace des k, donc il va falloir l'écrire en fonction de nu. Donc on va remplacer k par la fréquence. Alors là, c'est excessivement simple. Cette relation entre k et fréquence, c'est une relation linéaire. Donc ce nombre ici qui varie comme k au cube, il varie comme la fréquence au cube. C'est là qu'il y a une différence avec les particules massives, où pour des particules massives, vous vous souvenez, quand on passe de k à l'énergie, la relation elle est quadratique. E égale h bar 2, k2 sur 2m. Donc là, elle est linéaire. Donc cette expression ici, c'est toujours la même, mais quand on passe des vecteurs d'onde aux énergies ou aux fréquences, eh bien là, ça dépend de la relation de dispersion. Donc je vous rappelle que, effectivement, cette densité d'état, elle dépend de la dimension d'espace. Donc ici, c'est d égale 3, et elle dépend aussi de la relation de dispersion. Donc voilà, on a une densité intégrée qui est en U3, donc une densité d'état qui est en U carré. Alors vous voyez ici que ça, il n'y a pas du tout de mécanique quantique, rien du tout, c'est un calcul complètement classique, il n'y a pas de constante de Planck. C'est vous comptez les modes du champ électromagnétique ou des modes acoustiques dans une enceinte acoustique, voilà ce que vous allez obtenir, c'est complètement classique.
Ça a été obtenu la première fois par Rayleigh, d'ailleurs, juste quelques mois avant les débuts de la mécanique quantique, et je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Donc voilà, cette relation est classique. J'ai donc maintenant les deux ingrédients dont j'avais besoin, l'énergie moyenne d'un mode et la densité de mode. Et maintenant, on va faire le produit. Le produit de ces deux quantités. Et donc, ce que j'obtiens, c'est la densité d'énergie par unité de volume. Donc, c'est exactement la quantité que souhaitait obtenir Kirchhoff et qu'a calculé Planck. Donc, qui décrit le rayonnement de ce corps noir qui absorbe parfaitement et réémet à la température T. Voilà, maintenant qu'on a la formule, je vais passer pas mal de temps à la discuter, à parler aussi de choses peut-être qualitatives, proches de notre quotidien. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur cette fonction. Alors déjà, à quoi est-ce qu'elle ressemble, hein? Donc c'est une fonction qui est croissante à basse fréquence, décroissante à haute fréquence. À haute fréquence, son comportement avait été intuité, mais sans théorie. C'était de façon purement empirique par Wien, qui, on connaissait les facteurs de Maxwell-Boltzmann. Il avait vu qu'une exponentielle, ça marchait bien, mais on n'avait pas d'explication. La seule théorie, finalement, qu'on avait juste avant Planck, quelques mois avant Planck, c'était une théorie qui se tient bien, c'est ce qui se passe à basse fréquence. Parce qu'à basse fréquence, si la fréquence est petite devant la température, vous avez un oscillateur classique. À haute température, l'équipartition de l'énergie, l'oscillateur est classique. Donc Rayleigh avait compris que si effectivement le champ magnétique, ce sont des modes d'oscillation et que ces oscillateurs sont classiques, eh bien la densité d'énergie, c'est kT par oscillateur fois la densité en fréquence. Et donc Rayleigh obtenait un comportement qui est linéaire en température à cause de l'équipartition de l'énergie et quadratique en fréquence, c'est simplement le comptage des modes. Donc Rayleigh ici, ça marche bien juste dans cette partie-là, mais il ne comprenait pas pourquoi à plus haute température, ça ne marchait pas. Eh bien évidemment, à plus haute fréquence. À plus haute fréquence, ce qu'on sait maintenant, c'est que l'énergie moyenne de l'oscillateur, ce n'est pas kT, c'est h nu sur exponentielle bêta h nu moins 1, donc le modèle d'Einstein qui en fait a été obtenu la première fois par Planck. Ça a été compris de plusieurs façons. Donc c'est ce qu'on a appelé, nous, le gel des degrés de liberté de vibration à haute fréquence. Si la fréquence est trop haute par rapport à la température, les degrés de vibration sont gelés. Donc en fait, cette fonction ici, pourquoi est-ce qu'elle présente un maximum? Parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup de modes. Ici, il y a beaucoup de modes, puisque le nombre de modes augmente comme nu carré. Il y a beaucoup de modes, mais ils ne sont pas excités. D'accord? Cette fonction est effectivement, comme l'avait déjà compris Wien, c'est une fonction universelle du rapport nu sur T. En fait, c'est une fonction de la forme nu3 fois une fonction du rapport nu sur T. Et donc, si je change l'échelle de température, je change proportionnellement l'échelle de fréquence. Donc le maximum est donné par le maximum de cette fonction ici, et donc le maximum en fréquence sera toujours proportionnel à la température. Donc il faut maximiser cette fonction, et on trouve donc une relation entre la position du maximum en fréquence et la température, donc qu'on appelle la loi de Wien, et qui correspond effectivement au fait que quand vous chauffez un corps, il devient de plus en plus bleu. Il passe du rouge au bleu, du jaune au bleu. Alors, si c'est une fonction universelle, vous voyez que si j'intègre cette fonction universelle, si j'intègre en fréquence, vous voyez que ici j'ai une fonction sans dimension du rapport nu sur T, et puis dans l'intégrale, j'ai quelque chose qui a les dimensions d'une fréquence à la puissance 4. Donc, je vais forcément obtenir une température à la puissance 4, d'accord, avant de faire le moindre de calcul. Alors ce résultat, c'est un résultat très important et dont je vais parler beaucoup dans la suite. C'est ce qu'on appelle la loi de Stefan-Boltzmann. Si on intègre sur toutes les fréquences, la densité par unité de volume d'énergie du champ électromagnétique varie comme la puissance 4e de la température. Alors ce calcul, on va quand même le faire. Donc je vais passer un petit peu vite au tableau, mais j'écris explicitement
s'il vous plaît. J'écris explicitement l'intégrale de cette fonction, voilà, donc toujours par unité de volume, donc on intègre sur toutes les fréquences, et donc si vous faites un petit changement de variable pour sortir ici cette variable sans dimension, bêta h nu, hein, donc on a cette intégrale ici, bon voilà, c'est un nombre, et on trouve une loi en T4, avec, j'ai quand même mis ce nombre complètement, vous voyez, c'est un rapport de constante universelle, donc c'est un nombre bien déterminé. Donc ça, c'est la densité totale d'énergie, donc c'est un résultat important. Un autre résultat important qui va plutôt correspondre à ce qu'on va mesurer, c'est la puissance émise par unité de surface. Alors, je vais passer vite là-dessus, c'est un petit calcul qui est dans le poly et que vous pouvez même accepter déjà qualitativement. C'est que si vous connaissez la densité d'énergie dans cette boîte, vous savez ce qui sort par unité de surface, c'est un petit calcul de théorie cinétique des gaz. Donc voilà, il faut intégrer sur toutes les directions, il faut regarder ce qui sort, etc. Donc je ne le détaille pas, mais vous êtes capable de le faire, et c'est dans les notes. Il y a une coquille, il manque un volume dans le poly. Mais donc essentiellement, la puissance émise par unité de surface est proportionnelle à la densité d'énergie fois la vitesse de la lumière, avec un facteur géométrique. Donc la puissance émise, c'est donc cette fonction-là multipliée par C sur 4, donc c'est aussi une loi en T4 avec une constante universelle qui s'appelle la constante de Stéphane, parce que donc, cette loi de Stéphane-Boltzmann, elle avait d'abord été obtenue expérimentalement par M. Stéphane, et qui avait déjà estimé cette constante de façon expérimentale. Et donc voilà la valeur de cette constante, qui est une constante fondamentale. Donc je vais reparler de cette loi de Stéphane-Boltzmann un petit peu plus tard. Il y a deux autres quantités auxquelles on peut s'intéresser, sur lesquelles je vais passer un tout petit peu plus vite. C'est la pression du gaz et son entropie. Alors l'entropie, je ne vais peut-être pas en parler beaucoup. La pression, je vous mets le résultat d'abord. Vous voyez que la pression, c'est un tiers de la densité d'énergie. C'est-à-dire U égale 3 PV. Une formule que vous connaissez pour le gaz parfait de particules massives, hein, c'est U égale 3,5 de PV. Donc là, ce n'est pas U égale 3,5 de PV, c'est U égale 3 PV. Alors ça, c'est aussi une révision importante. Je passe un petit peu vite, hein, vous regarderez ça tranquillement, mais je vous rappelle les éléments. Le produit PV, on avait vu que c'était une intégrale de la densité d'état intégrée. Vous ne le savez peut-être pas par cœur, hein, mais je vous le rappelle. Alors que l'énergie, c'est une intégrale de epsilon d de epsilon. Donc on avait deux intégrales qui se ressemblaient beaucoup, et à un moment donné, on a dit on s'intéressera uniquement à l'une des deux, par exemple à l'énergie, et on sait que PV, ça sera 3,5 de PV pour le gaz parfait massif. Alors d'où venait le 3,5 ? Eh bien, la relation entre dérivé et multiplié par epsilon, une loi de puissance, ça sort simplement l'exposant. Alors l'exposant de la densité d'état intégré, je l'ai déjà rappelé un petit peu à l'instant, la densité d'état intégré, elle varie comme le volume de l'espace des K. Et pour passer du volume de l'espace des K au volume de l'espace des énergies, ou pour nous des fréquences, hein, mais les énergies, E égale H nu, hein, donc les énergies ou les fréquences, pour nous, c'est la même chose. Donc ça dépend de la relation de dispersion. Donc pour des particules massives, E, c'est K2 sur 2m, mais ici, pour nous, nu est proportionnel à K. Donc pour nous, ici, alpha égale 1. D'accord ? Donc on a une relation entre l'énergie et le produit PV qui dépend à la fois de la dimension d'espace, mais aussi de la relation de dispersion. D'accord ? Donc pour un gaz d'électrons en dimension 3, ou un gaz de particules massives, on avait alpha égale 2, donc 3,5 de PV, alors pour que un gaz de photons, on a une relation de dispersion linéaire, donc l'énergie c'est 3 PV. C'est un résultat qui avait été déjà obtenu par Maxwell, mais par d'autres moyens qui ne sont pas les outils qu'on utilise ici. Et alors la dernière étape dont je ne vais pas parler ici, mais vous lirez ça tranquillement, c'est que le produit PV, je vous rappelle, c'est le grand potentiel, que vous avez une relation entre entropie et grand potentiel, et donc si je connais PV, eh ben, je connais aussi l'entropie. Donc en quelques lignes, je peux trouver une relation entre entropie et énergie totale. Bon, donc là, je passe vite, je ne reparlerai pas de l'entropie.
Donc les résultats ici importants, et que je vais discuter, ce sont la puissance émise par unité de surface et la pression de ce gaz de photon, la pression de rayonnement, ce qu'on appelle la pression de radiation. Alors ce rayonnement, donc j'ai déjà montré la loi de Planck. Au lieu de la montrer ici en fonction de nu sur T, de façon universelle, je montre la densité d'énergie en fonction de la fréquence, mais pour différentes températures. Donc ça n'est plus une fonction universelle. Pour chaque température, vous avez une courbe. Le maximum suit la loi de Wien, c'est-à-dire que quand on se décale en température, on se décale en fréquence. Et j'ai mis des températures importantes et la région importante du spectre électromagnétique, qui est le spectre visible. Donc vous voyez qu'un corps noir à 6000 Kelvin, ça rayonne essentiellement pas mal dans l'infrarouge, mais pas mal dans le visible, alors qu'un corps noir à 2000 Kelvin rayonne essentiellement dans l'infrarouge. Donc tout ça pour revenir à des choses un petit peu quotidiennes, c'est que quand une lampe à incandescence, c'était vraiment pas très intéressant sur le plan du rendement dans le visible, puisque une lampe à incandescence, vous voyez que essentiellement, une lampe à 2000 ou 3000 Kelvin, ça va rayonner essentiellement dans l'infrarouge, et vous aviez en gros 10% de rayonné utile rayonné dans le visible. Donc une lampe à incandescence, ça chauffait, ça servait à y voir, mais ça servait aussi à se chauffer. Voilà, et vous savez, si vous faites de la photo, qu'on caractérise un rayonnement par sa température, et que quand on augmente la température de la source, on a un rayonnement qui va être plus proche du blanc, voire du bleu. Donc voilà ce que vous voyez chez les photographes, la température du couleur qui passe du rouge au jaune, blanc. Là, on mélange un peu toutes les couleurs, donc ça devient blanc. Le Soleil. Alors le Soleil, en fait, vous savez certainement que la température superficielle de surface du Soleil, c'est 6000 Kelvin. Et en fait, le premier à avoir estimé cette température du Soleil, c'est M. Stéphane, puisqu'il avait fait des mesures en laboratoire pour trouver cette loi en T4. Il avait estimé expérimentalement le préfacteur. Donc, en mesurant le rayonnement sur Terre qui nous vient du Soleil, et en connaissant la distance de la Terre au Soleil, et en connaissant le rayon du Soleil, il pouvait en déduire la puissance émise à la surface du Soleil. S'il connaît la puissance émise à la surface du Soleil, il en déduisait la température du Soleil. Donc Stéphane a été le premier à estimer la température, on n'avait aucune idée avant, a été le premier à estimer la température du Soleil, qui est donc de l'ordre superficielle, qui est de l'ordre de 6000 Kelvin. Alors, quelques caractéristiques de ce rayonnement. Donc, voilà encore le rayonnement du Soleil. Attention, là, c'est en longueur d'onde, donc à 6000 Kelvin. Donc, essentiellement, j'ai mis 0,5 microns, c'est essentiellement dans le visible. Nous sommes aussi donc des corps noirs, la Terre, mais nous émettons, nous avons une température de 300 Kelvin, donc une température 20 fois plus faible que celle du Soleil. Donc on va émettre dans des longueurs d'onde, en gros, s'il vous plaît, des longueurs d'onde 20 fois plus grandes. Donc nous, on émet essentiellement, vous voyez, un facteur 20, on émet essentiellement dans l'infrarouge. Donc, voilà, ce monsieur-là, il y a une partie que... moi, je vous vois, donc vous ne rayonnez pas que dans l'infrarouge, mais tout ce que vous absorbez, vous le réémettez dans l'infrarouge. Donc, voilà, l'infrarouge ne traverse pas cette matière plastique, là, ce sac en plastique. Le visible ne traverse pas ce sac en plastique, mais l'infrarouge traverse le sac. Et puis, vous avez effectivement aussi, pour la puissance totale émise, il y a un facteur 20 à la puissance 4. Donc les échelles sont différentes ici pour ce corps noir et pour ce corps noir. Alors je vais continuer à m'intéresser à l'énergie ou la puissance émise par le Soleil pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait la température de la Terre, essayer de comprendre l'équilibre thermique de la Terre avec le Soleil. Donc le Soleil, c'est plus précisément, c'est un petit peu moins de 6000 Kelvin.
Donc, on connaît donc la puissance émise par unité de surface à la surface du Soleil. Cette puissance émise, elle se conserve, hein, et si elle se conserve, par unité de surface, à une distance d, elle va être réduite dans un rapport qui est l'inverse des distances au carré. Donc, par unité de surface sur Terre, ici au niveau de l'orbite terrestre, c'est ce qui est émis par unité de surface à la surface du Soleil, et cette réduction des rayons, ici, le rayon du Soleil et la distance au Soleil, hein, puisque le flux total est conservé, donc le flux par unité de surface, et décroît comme 1 sur RO. Alors, si vous mettez les ordres de grandeur là-dessus, vous trouvez ce qu'on appelle la constante solaire. C'est un nombre qu'il est important de connaître, je pense. C'est la puissance donc reçue sur Terre par unité de surface, donc au-dessus de l'atmosphère, hein, avant tout processus atmosphérique. Donc, c'est un peu plus d'1 kW par mètre carré. Alors, si je veux estimer donc maintenant la puissance totale émise par le Soleil reçue sur Terre, c'est donc la puissance reçue par unité de surface, multipliée par la surface de la Terre qui intercepte les rayons du Soleil. Donc la surface qui intercepte les rayons du Soleil, c'est la surface de ce disque. Hein, d'accord ? Donc la surface efficace ici, c'est le rayon de ce disque, donc pi R2, où R, c'est le rayon de la Terre. Donc ça, c'est ce qui arrive au-dessus de l'atmosphère. En fait, tout n'est pas absorbé, puisqu'il y a une partie qui est directement réfléchie. Tout ce qui est réfléchi essentiellement par l'atmosphère, les nuages, les glaciers, etc. Ce qui fait que ce qui est effectivement absorbé par la Terre, c'est 70%. C'est ce qu'on appelle l'albédo. Et donc, il y a 30% qui est directement réfléchi. Donc, la puissance qui va être absorbée par la Terre, c'est cette puissance totale. Alors maintenant, j'aimerais bien écrire un bilan énergétique en disant que, en gros, la température de la Terre, elle ne varie pas, enfin, sur des échelles de temps courts, ce qui veut dire que tout ce qui est reçu de la part du Soleil doit être réémis. D'accord ? Donc, j'ai calculé tout ce qui est reçu de la part du Soleil. Il faut que je calcule maintenant ce qui est réémis par la Terre, corps noir, à 300 Kelvin. Donc la Terre, cette fois-ci, elle réémet, elle, dans toutes les directions. Hein, le jour, la nuit, ça réémet de façon isotrope. Donc la puissance totale émise par la Terre, c'est la loi de Stefan-Boltzmann, mais cette fois avec la température de la Terre, fois la surface totale de la Terre, hein, puisque j'ai une réémission isotrope, donc 4pi R carré. Donc la Terre étant à l'équilibre thermique, je vais égaliser ces deux quantités. Et je trouve donc une relation entre la température de la Terre et la température du Soleil. Donc si vous faites le petit calcul numérique, vous allez trouver que la température de la Terre à l'équilibre, c'est 255 Kelvin. 255 Kelvin, c'est moins 18 degrés. Or, la température moyenne de la Terre, c'est plutôt, heureusement, c'est plutôt 15 degrés. D'accord ? Donc qu'est-ce qui fait la différence ? Bien, vous savez, c'est l'effet de serre. L'effet de serre, donc en quelques lignes, qu'est-ce que c'est que l'effet de serre ? C'est que le Soleil est un corps noir à 6000 Kelvin, il émet essentiellement dans le visible, et le rayonnement visible traverse l'atmosphère, sauf une partie qui est réfléchie par les nuages, mais le rayonnement visible traverse l'atmosphère. La Terre, c'est un corps noir à 300 Kelvin, donc qui réémet dans l'infrarouge. Or, il se trouve que ces longueurs d'onde correspondent aux fréquences propres de molécules simples, l'eau, le gaz carbonique, le méthane. Si vous regardez les fréquences propres de la molécule de CO2, c'est typiquement dans ces ordres de grandeur. Donc ces molécules absorbent le rayonnement infrarouge qui est réémis par la Terre. Donc la Terre réchauffe l'atmosphère, qui réchauffe la Terre, etc. Et donc c'est pour ça que nous vivons dans une atmosphère qui est en gros à 15 degrés plutôt que moins 18 degrés. Donc il faut bien voir que l'effet de serre, c'est d'abord bénéfique. Alors évidemment, il n'en faut pas trop. Alors, juste un petit aspect historique. Le premier à avoir compris ce qu'était l'effet de serre, c'est Fourier. Vous savez que Fourier, c'est le premier à avoir fait une théorie analytique de la chaleur. Il s'intéressait beaucoup donc au transfert de chaleur, transfert de rayonnement, etc.
Et il avait décrit l'effet de serre en 4 lignes. La température est augmentée par l'interposition de l'atmosphère, parce que la chaleur trouve moins d'obstacles pour pénétrer dans l'air étant à l'état de lumière, qu'elle n'en trouve pour repasser dans l'air lorsqu'elle est convertie en chaleur obscure. Alors la chaleur obscure, ça ne s'appelait pas encore l'infrarouge, hein, mais Fourier avait bien compris que c'était réémis autrement, la chaleur obscure. Une contribution très importante, c'est celle de... Alors lui qui a compris beaucoup de choses quantitativement, c'est de M. Arrhenius. Alors vous connaissez peut-être, c'est un prix Nobel de chimie pour ses travaux sur les électrolytes. Et c'est quelqu'un qui s'intéresse, un esprit universel qui s'intéressait à beaucoup de choses différentes. Et en particulier, il s'est intéressé donc aussi à l'effet de serre. Et le premier papier scientifique sur l'effet des gaz à effet de serre, c'est de lui, de l'influence de l'acide carbonique. Alors l'acide carbonique, c'est le CO2 hydraté, de l'acide carbonique sur la température de la Terre. Et il avait trouvé, alors avec des arguments qui étaient, on sait maintenant, qui n'étaient pas forcément très précis, mais un bon ordre de grandeur, il avait compris qu'un doublement du taux de CO2, en tout cas, causerait un réchauffement, et qu'il avait évalué, avec les moyens à sa disposition à l'époque, de 5 degrés, et finalement, ce n'est pas si mauvais. Donc ça, c'était à la fin du 19e, début de l'ère industrielle. Lui, il voyait les choses de façon assez positive, puisque à cause de cette augmentation de gaz carbonique, on peut espérer bénéficier de climats plus cléments, surtout pour les régions les plus froides de la Terre, donc des récoltes plus abondantes qui subviendront aux besoins de toute l'humanité. C'était la vision optimiste. Mais il avait aussi fait le calcul qu'au taux estimé à la fin du 19e, le taux de CO2 doublerait en 3000 ans. Et maintenant, on estime que le taux de CO2, il double en 100 ans. Voilà où on en est. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat maintenant du réchauffement climatique, etc. Mais comme on en est là, il y a un transparent que je veux vous montrer absolument. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous le connaissent, mais il est absolument fascinant. C'est cette mesure du taux de CO2, de la température et du taux de méthane pendant les 800 000 dernières années. Ça a été mesuré grâce aux forages qui ont été faits dans l'Antarctique et donc au gaz piégé dans les glaces. Donc on a pu évaluer la concentration de CO2, de méthane dans ces bulles. On peut aussi évaluer la température. C'est plus difficile, c'est lié à la composition isotopique de l'oxygène. Je ne sais pas bien comment ça se fait. Mais ce qui est étonnant, c'est la corrélation entre les élévations de température, variations de température et variations de concentration de ces gaz. Alors vous savez que tout le débat, qui pourrait être éventuellement celui des climato-sceptiques, c'est de savoir si l'élévation de température suit l'augmentation des gaz à effet de serre, ce qui est ce qu'on pense maintenant, enfin ce que pense le GIEC, ou est-ce que l'augmentation des gaz à effet de serre suit la variation de température, auquel cas on n'y serait pour rien. Donc voilà un petit peu le débat. Moi, ce que je veux vous montrer ici, c'est que en 800 000 ans, vous avez eu des variations dont on pense qu'elles sont essentiellement liées à l'activité solaire, aux variations d'activité solaire. Et donc en 800 000 ans, si vous regardez le taux de CO2, il a toujours varié dans ces proportions ici. Et ce point-là, c'est nous. C'est une mesure. Donc voilà où on en est. Alors, c'est peut-être naturel, mais c'est peut-être quand même dû à l'activité humaine. Enfin, je pense que tout est là-dedans. Voilà. Donc, partagez l'information. Voilà. Alors, encore une autre caractéristique donc, de ce rayonnement, c'est la pression de radiation. Donc, on a un gaz de particules. Donc qui porte une énergie, donc qui porte une pression. La pression, donc, c'est 3 PV. L'énergie, c'est 3 PV. Donc la pression, c'est la densité d'énergie divisée par 3. La densité d'énergie, c'est relié à la puissance par unité de surface. Donc il y a une relation très simple, en jouant avec tout ça, entre pression, puissance émise par unité de surface. Voilà. Donc vous pouvez faire vous-même l'évaluation.
Et donc, quand on met la loi de Stéphane avec la température du Soleil, on trouve qu'au niveau du Soleil, par unité de surface, donc, enfin, on a une pression, donc on a une puissance par unité de surface, donc une pression, qui est de 1 pascal, 10-5 l'atmosphère. Au niveau de la Terre, on a évidemment la réduction en 1 sur R2, et donc au niveau de la Terre, on a une réduction qui varie comme le rapport des distances au carré, donc qui est de 10-5 pascal. Donc c'est vraiment pas beaucoup, mais vous connaissez peut-être deux conséquences de cette pression de radiation. La première, c'est la queue des comètes. Vous savez certainement que les comètes, la queue des comètes est orientée face au Soleil, dans la direction opposée au Soleil. Et alors c'est un petit peu plus riche que ça, en fait. Si vous avez la chance de voir un jour une très belle comète, comme celle qui a été vue donc, il y a une vingtaine d'années, les comètes ont deux queues. Une première queue qui est due au vent solaire. Le vent solaire, c'est des atomes ou des molécules ionisées, émises par le Soleil, qui arrachent donc des atomes à la comète. Et donc, c'est essentiellement un gaz de plasma, donc qui est bleu. La queue blanche est liée à des poussières. Vous savez qu'une comète, comme on l'a vu il n'y a pas très longtemps, cette magnifique comète ici, une comète, c'est essentiellement un amas de poussière qui est de poussière et de glace. Donc quand la comète se rapproche du Soleil, la glace se sublime et ça libère des poussières. Et ça a été très bien vu là, sur Tchouri. On a vu au cours du temps cette queue qui s'amplifiait au fur et à mesure que la comète se rapprochait de la Terre. Donc là, ce sont des particules matérielles de taille micrométrique. Et donc ce sont ces particules qui sont poussées mécaniquement par la pression de radiation, par les photons. Et alors celle-là, elle n'est pas tout à fait opposée au Soleil, parce qu'il y a une certaine inertie, ce sont des particules lourdes par rapport au vent solaire, d'où la différence de direction entre la queue bleue et la queue blanche. Voilà donc pour les comètes, donc c'est une conséquence de cette pression de radiation. Et puis une autre mise en évidence de cette pression de radiation, ça a été d'utiliser la pression de radiation pour envoyer un satellite qui serait propulsé comme une voile, donc par la pression. Et donc, ce satellite, alors je ne sais plus où, ce n'est pas un satellite terrestre, c'est un véhicule un engin qui se balade dans le système solaire, je ne sais plus où il est maintenant, mais donc qui est poussé par cette pression extrêmement faible, donc une accélération extrêmement faible, mais qui est constante. Donc, il atteint des vitesses dont j'ai oublié l'ordre de grandeur maintenant, mais donc il est poussé constamment par le vent solaire. Je continue avec l'énergie qui nous vient du Soleil, et je tiens aussi à ce transparent pour vous montrer quelques ordres de grandeur, et puis je pense que c'est vraiment d'actualité, donc c'est des ordres de grandeur importants à connaître. Donc comme on l'a vu, la constante solaire, c'est 1,4 kW par mètre carré, c'est ce qui est reçu au-dessus de la Terre à incidence normale. Si on en tient compte de l'albédo, donc des 70%, ce qui arrive au sol à incidence normale, c'est 1 kW par mètre carré. Ça, c'est vraiment la puissance qu'on peut retenir. Ça, c'est au sol à midi. Donc, si je fais la moyenne sur toute l'année, avec la latitude en France, la moyenne sur le jour, la nuit, le temps qu'il fait, etc., il reste 15%. Donc ça, c'est physique, on n'y peut rien. Il reste 15% utile. Je vais regarder des ordres de grandeur concernant une centrale solaire, une des plus récentes. Donc, c'est une centrale qui a été construite dans le Bordelais, une région assez ensoleillée. Et je pense que c'est intéressant de regarder les chiffres qui sont communiqués pour voir si on comprend quelque chose. Donc, les chiffres qui sont donnés, c'est 300 MW pour 260 hectares. Alors, faites la division et vous trouvez que par mètre carré, c'est 120 watts par mètre carré. Alors, ce qui est important, c'est de... Alors, donc 120 watts par rapport à 1000 watts, ça fait 12%. Donc ça, c'est lié à la physique des composants. C'est lié aux cellules. Donc on peut espérer que ce rendement puisse augmenter, mais
certainement il ne dépassera jamais 30%. Et puis ce que vous voyez ici, c'est qu'il y a un C. C, ça veut dire crête. Alors quand on veut vous donner les caractéristiques d'une centrale solaire, on parle souvent de ce qui est crête, c'est-à-dire ce qui est le maximum. Crête, ça veut dire au sol et à midi. D'accord ? Donc ça veut dire que cette puissance ici, en moyenne sur l'année en France, ce n'est pas 120, c'est 120 fois 15%. Bon, on va dire 15 watts par mètre carré. Ce qui correspond à cette énergie par année. 350 gigawattheures par an, ça correspond à ça pour cette surface. Voilà. Donc, ce sont des ordres de grandeur qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que, effectivement, l'énergie solaire, c'est une énergie alternative qu'il faut prendre en compte, mais il faut voir aussi qu'on ne fera pas forcément tout avec. Ce n'est pas si simple que ça. Et il faut connaître ces ordres de grandeur liés à la physique. Hein. C'est que, bon, voilà, environ par rapport à ce kilowatt par mètre carré, il y a 1 ou 2% qui est converti en électricité. Alors, comme c'est des ordres de grandeur, on peut aller jusqu'à 5%, mais ça ne dépassera pas forcément 5%. Et l'autre ordre de grandeur qu'il faut connaître, c'est qu'une centrale, une tranche de centrale classique ou d'une centrale nucléaire, c'est typiquement 1 gigawatt. Et pour récupérer 1 gigawatt, il faut 70 km² de panneaux, c'est 2/3 de la surface de Paris. Voilà, des ordres de grandeur que j'essaye de vous... qui me paraissent importants. Voilà pour donc la loi de Stefan-Boltzmann, la caractéristique de ce rayonnement. Et je veux dire un petit mot sur l'histoire. Donc rapidement, elle implique Planck, Einstein et Bose. Donc, comme je l'ai dit, avant Planck, on avait cette loi de Wien, ici, qui était une loi qui marchait bien, mais sans trop savoir pourquoi, à haute fréquence et avec des déviations à basse fréquence. Et malgré le fait que Rayleigh ait vraiment compris ce qui se passe ici, Planck n'était pas au courant d'ailleurs de cette explication de Rayleigh. Et donc pour l'anecdote, Planck invite à dîner un jour ses collègues de Berlin qui faisaient ces expériences à très basse fréquence où ils voyaient des déviations par rapport à la loi de Wien. Et donc, pendant quelques jours, Planck s'est isolé et il a trouvé donc Rayleigh, c'est complètement classique, hein, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et Planck a proposé cette loi qui marche parfaitement bien. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que le régime quantique, en fait, c'est le régime haute fréquence. Vous comprenez pourquoi maintenant. Hein, c'est le gel des oscillateurs à haute fréquence. Et donc, c'est vraiment ce qu'a compris Einstein, c'était que le régime de Wien, c'était vraiment le régime quantique. Et Rayleigh avait une explication correcte qui était classique. Mais pour expliquer cette région-là, eh bien, il avait besoin donc, de la mécanique quantique qui gèle les degrés de liberté de vibration de ces modes électromagnétiques. Donc voilà, une semaine après ce fameux dîner avec ses collègues, Planck propose cette formule empirique où il a besoin de deux nouvelles constantes. Alors je ne vais pas en parler beaucoup, mais on a construit un problème il y a 2 ans sur les deux calculs de Planck. D'abord une formule très intuitive qui était une sorte de façon naturelle d'extrapoler entre les domaines haute et basse fréquence. Et puis, donc, une interprétation vraiment microscopique, on va dire, qui était que, il a appelé ça plus tard un acte de désespoir, il ne comprenait pas d'où ça venait, mais il a été amené à considérer que ce rayonnement ne peut échanger de l'énergie avec la matière que par paquet d'énergie, et c'est avec cette hypothèse qu'il a obtenu donc, cette loi de Planck, en faisant apparaître 2 nouvelles quantités. Donc la constante de Boltzmann, qui était le rapport de la constante des gaz parfaits sur le nombre d'Avogadro. Donc de façon indirecte, comme on connaissait bien la constante de gaz parfait, de façon indirecte, c'était une des premières déterminations du nombre d'Avogadro, avant Jean Perrin. Et puis cette constante qui considérait comme un accessoire de calcul, donc qu'il avait appelé H pour Hilfgröße, qui veut dire intermédiaire en allemand. Et ben voilà, c'est la fameuse constante de Planck. Alors en fait, celui qui a vraiment compris, et il a fallu pendant 5 ans, il ne s'est pas passé grand-chose, et c'est vraiment Einstein qui a compris que
ce n'était pas les échanges d'énergie qui étaient quantifiés, c'était le rayonnement lui-même qui est quantifié et donc qui est constitué de ce qu'il appelait des quantas de lumière. Par là même, donc, il a pu interpréter l'effet photoélectrique. Je vous rappelle, l'effet photoélectrique, c'est si on irradie un morceau de métal, essentiellement dans l'ultraviolet, on injecte des électrons. Et classiquement, on peut penser que l'énergie cinétique des électrons émis est proportionnelle à l'intensité du faisceau incident. Et en fait, ce n'était pas vrai, c'était proportionnel à la fréquence du faisceau incident, des photons incidents, donc, et donc avec une loi linéaire entre l'énergie cinétique des électrons émis et la fréquence du rayonnement incident, avec un décalage qui est l'énergie d'extraction de ces électrons. Et donc, c'est essentiellement cette interprétation qui a conduit au prix Nobel pour Einstein en 1921 et pas du tout la relativité. Et donc, c'est Bose, un petit peu plus tard, avec ses quantas de lumière qu'on appellera plus tard les photons, qui a décrit le rayonnement de Planck comme on le fait aujourd'hui, comme la statistique d'un gaz de particules de masse nulle de potentiel chimique nul. Voilà, alors un petit mot sur les photons, je vais passer sur les phonons. Parce que je vais passer très vite là-dessus, vous en reparlerez peut-être en petite classe demain. Vous avez déjà vu, en fait, cette loi de Planck un peu sous une autre forme. Vous vous êtes intéressé aux vibrations du réseau atomique. Vous avez vu que c'était des oscillateurs harmoniques couplés, qu'à basse fréquence, ces modes de vibration, c'est les ondes sonores. Donc on a une relation de dispersion comme pour le champ électromagnétique, une relation de dispersion linéaire. Mais la vitesse, ici, ce n'est pas la vitesse de la lumière, c'est la vitesse du son. Et on a une statistique, alors les polarisations, ce n'est pas les mêmes, mais on a une statistique qui est tout à fait la même. En fait, c'est la quantification des oscillateurs harmoniques, la quantification des modes propres. Et il y a quelques semaines, on vous a parlé de phonons. Les phonons, ce sont ces modes propres, la quantification des modes propres de vibration. Aujourd'hui, on a regardé la quantification des modes propres du champ électromagnétique. Donc une très forte analogie. Et ce qu'on voit aujourd'hui comme la loi de Stefan Boltzmann, l'énergie totale étant T4, eh bien c'est relié à ce que vous avez démontré il y a quelques semaines, que la capacité thermique des phonons, c'est-à-dire la dérivée par rapport à l'énergie, c'est une loi en T3. C'est la même physique. Alors, je vais terminer par ce que j'appelle une belle histoire. C'est l'histoire qui est arrivée à messieurs Penzias et Wilson, qui travaillaient au laboratoire Bell aux États-Unis, qui étaient très impliqués dans les premiers satellites de télécommunications. Il y avait un réseau qui s'appelait le réseau Telstar. Et Penzias et Wilson, c'était des astrophysiciens qui s'intéressaient au rayonnement dans les ondes centimétriques émises par le centre de la galaxie, la Voie lactée. Et ils ont utilisé cette antenne, ils ont transformé cette antenne de télécommunication pour mesurer le rayonnement radio de la Voie lactée. Et ils ont découvert un bruit de fond isotrope, je vais en reparler un petit peu tout à l'heure, indépendant du temps et complètement isotrope, et ils caractérisent ce bruit de fond par un spectre et par une fonction qui était exactement une fonction de corps noir à la température de 3K. Et on va voir qu'en fait, ce rayonnement, c'est le rayonnement, ils avaient découvert le rayonnement fossile de l'univers, qui est la signature de l'expansion de l'univers et du Big Bang. Donc je vais essayer de vous parler un petit peu de ça dans les minutes qui restent. Alors, expansion de l'univers, comment on a compris, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Ça a commencé avec un théoricien que je n'ai pas mentionné ici, qui était un religieux, un abbé qui s'appelait Georges Lemaître, qui travaillait sur les équations d'Einstein et qui avait réalisé qu'il y avait une solution dépendant du temps et que cette solution correspondait à un univers en expansion. Bon, c'est resté un peu théorique. Et en 1927, donc, M. Hubble disposait du meilleur télescope au monde. Et il a fait deux découvertes absolument extraordinaires. D'abord, il a découvert les galaxies. Alors avant les galaxies, on voyait des nuages, qu'on appelait des nébuleuses, dont on pensait que c'était des nébuleuses gazeuses, qui étaient proches de nous, dans la Voie lactée. Et effectivement, il y a des nuages de gaz, c'est le stade primitif de formation des étoiles.
Mais ce dont il s'est aperçu en mesurant des distances, c'est qu'il y avait des nuages qui étaient extrêmement loin et que ce n'était pas du gaz. Les constituants des nuages, c'était des étoiles. Donc évidemment, ce n'est pas du tout les mêmes dimensions. Et ces nébuleuses, en fait, c'était des galaxies. Donc la nébuleuse d'Andromède, c'est devenu la galaxie d'Andromède. Donc il a compris qu'il n'y avait pas que la Voie lactée, il y avait des galaxies extrêmement loin. Grâce à un résultat très important, quelque chose qui n'est pas du tout évident, c'est de mesurer des distances. Mesurer des distances, comment mesurer une distance? Qu'est-ce qu'on sait mesurer d'une étoile? On sait mesurer la puissance qui arrive sur Terre, mais si on veut mesurer la distance, il faudrait connaître la puissance de l'étoile, et puis ensuite la décroissance en 1 sur R2. Donc il fallait déterminer la puissance intrinsèque de l'étoile. Et on avait, une vingtaine d'années avant, compris qu'il y a des étoiles bien identifiées qui s'appellent des céphéides. Ce sont des étoiles qui ont des modes de respiration, des modes mécaniques, si vous voulez, des modes de respiration qui dépendent de la luminosité de l'étoile. Et donc, en calibrant certaines étoiles et ensuite en mesurant la pulsation de ces étoiles, on pouvait déterminer leur distance. Donc, on a pu ainsi déterminer qu'il y avait des étoiles qui appartenaient à ces nuages qui étaient bien au-delà de la Voie lactée. Donc, c'est comme ça qu'on a pu, grâce à ces céphéides, mesurer des distances. On sait mesurer aussi, alors ça c'est peut-être plus familier pour vous, on sait mesurer la vitesse de déplacement grâce à l'effet Doppler. Donc le décalage vers le rouge dépend de la vitesse de l'objet qui émet par rapport à vous. Et donc on pouvait mesurer la vitesse et la distance. Et Hubble a trouvé une relation linéaire entre la vitesse et la distance, dont il a conclu que l'univers était en expansion. Effectivement, si vous faites donc l'image à 2 dimensions, c'est vous prenez un ballon, vous prenez 2 points, vous gonflez le ballon, et vous voyez que la vitesse de séparation des 2 points est proportionnelle à leur distance. Donc cette relation linéaire impose qu'il y a un processus d'expansion. Et s'il y a un processus d'expansion et qu'on remonte le temps, on a un temps zéro. Voilà, donc les premières pistes pour penser que l'univers d'abord est en expansion et qu'il y a un temps zéro. Et le temps caractéristique, évidemment, c'est l'inverse de cette constante qu'on appelle maintenant la constante de Hubble. Vous voyez, ça c'est homogène à l'inverse d'un temps. Et donc on obtient un temps caractéristique qui serait l'âge de l'univers qu'on a estimé donc pour une des premières fois être de l'ordre de quelques milliards d'années. Quelques années après, M. Gamow s'intéressait à la composition des éléments dans l'univers, donc essentiellement l'hélium et l'hydrogène, et il ne pouvait expliquer cette composition qu'en supposant qu'il y avait eu un processus très rapide d'expansion. Et 2 de ses étudiants, essentiellement M. Alfer, avaient même pensé qu'une conséquence de cette expansion devrait être une trace fossile et d'un rayonnement de l'ordre de 5 Kelvin. Tout ça a été oublié pendant quelques années, jusqu'à ce que Penzias et Wilson donc, découvrent ce rayonnement qui a été largement étudié depuis par des satellites. Donc on sait voilà, toutes ces images que vous avez déjà certainement vues qui permettent donc de remonter à la constante de Hubble, à l'âge de l'univers, etc. Voilà, alors comment ça rentre? Pourquoi ce rayonnement de corps noir à 3 Kelvin doit être une signature de l'expansion de l'univers? Eh bien, si on fait une petite théorie du Big Bang, on part de l'instant t égale 0 et des premiers instants de l'univers, où donc au cours du temps, la température décroît rapidement avec le temps. Alors au départ, on a des nuages de quarks et de photons, puis progressivement des protons, des noyaux, etc. Et puis au bout de 400 000 ans, on a d'une part les noyaux, les électrons et les photons. Et tout ça est à l'équilibre thermique, à une température qu'on estime maintenant de l'ordre de 3000 Kelvin. Tout ça est à l'équilibre thermique. Qu'est-ce qui se passe à cet instant T0 ? 3000 Kelvin, c'est essentiellement l'énergie d'ionisation des atomes.
D'accord? C'est essentiellement donc l'énergie de liaison des électrons sur les atomes. C'est-à-dire qu'à des températures supérieures, les atomes sont ionisés, et à des températures inférieures, les atomes se forment. Si les atomes se forment, les électrons sont liés au noyau et n'échangent plus d'énergie avec les photons. Alors, ce n'est pas vrai à notre échelle, hein, mais si je vous vois, c'est bien que vous émettez des photons, que vos atomes changent de degré d'excitation, etc. Mais à l'échelle de l'univers, on a deux composantes complètement séparées, les photons et la matière. Cette étape, c'est ce qu'on appelle la recomposition, parce que les électrons se sont liés au noyau. Alors, il n'y a pas de, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle recomposition, parce que ça s'était jamais... le processus inverse ne s'était jamais effectué, mais on appelle ça la recomposition, donc ça correspond au découplage photon-matière. Donc à cette époque-là, à ce temps-là, la distribution des photons, c'est une distribution de corps noir à 3000 Kelvin. Et ce corps noir à 3000 Kelvin ne va plus évoluer puisqu'il n'y a plus d'échange d'énergie avec la matière. Alors il ne va plus évoluer, simplement, donc c'est ce qu'on devrait mesurer maintenant. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de rayonnement à 3K? Eh bien si l'univers est en expansion, ça veut dire qu'en expansion d'un facteur F, ça veut dire que toutes les longueurs ont été dilatées d'un facteur F, donc les longueurs d'onde, donc les fréquences sont réduites d'un facteur F. Si l'énergie de l'univers est constante et que le volume augmente, que le rayon augmente d'un facteur F, ça veut dire que la densité d'énergie est réduite d'un facteur F cube. Donc ce qu'on va mesurer maintenant, c'est cette densité. Donc ce qu'on mesure maintenant, c'est cette fonction ici divisée par F cube qu'on va interpréter comme une fonction nouvelle à la fréquence actuelle qu'on va mesurer et à une température T. Et donc vous voyez que cette relation-là, je peux la remettre sous la forme, ce que je vais appeler nu', donc c'est la dilatation, enfin des fréquences, la réduction des fréquences plutôt. Donc ça c'est la fréquence actuelle. Et donc si j'ai eu un changement d'échelle des fréquences d'un facteur F, j'ai un changement d'échelle des températures d'un facteur F. C'est la loi de Wien, finalement. Donc, cette expansion de l'univers se traduit par une réduction de la température. C'est-à-dire que le rayonnement, il est fossile. Hein. Ça n'est pas un rayonnement d'équilibre actuel, c'est le rayonnement quand l'univers était à 3000 Kelvin, mais dans un univers qui s'est agrandi. Donc effectivement, c'est ce qui a été mesuré par Penzias et Wilson. Donc là, c'est en fonction de la longueur d'onde. Là, vous avez en fonction de la fréquence, donc des mesures plus récentes. Hein. Alors, on connaît maintenant la température, je crois, avec 5 décimales. Et donc, effectivement, donc, ça veut dire que si la température de la recomposition était de 3000 Kelvin, et que maintenant la température mesurée c'est 3 Kelvin, c'est qu'il y a eu une expansion d'un facteur linéaire, dans chaque direction d'un facteur d. Voilà, donc c'est ce qu'on mesure maintenant, et ce qui est, alors paraît-il, très intéressant, c'est non seulement mesurer la température du corps noir, mais mesurer les inhomogénéités de température, hein, donc ici par un premier satellite donc dans les années 90, où on avait une finesse, enfin une résolution relativement faible, mais qui devient là maintenant excellente. Et on pense que ces inhomogénéités de température, alors moi je ne suis pas spécialiste du tout, mais permettent de comprendre l'inhomogénéité de l'univers à cette époque, et donc la formation des galaxies, etc. Voilà, alors donc vous voyez où on en est arrivé dans ce cours de physique statistique. On a quand même développé pas mal de directions hein, entre ici et puis la physique des semi-conducteurs. Finalement, on a utilisé les mêmes outils. En partant, finalement, je vous le rappelle, d'une seule hypothèse, hein, c'est que pour un système isolé à l'équilibre, tous les micro-états sont équiprobables. C'est à peu près la seule hypothèse qu'on a utilisée. Et puis on a donc construit donc, ces outils des ensembles canoniques et grands canoniques.
Donc en ce qui me concerne, moi je vais m'arrêter ici, il vous reste évidemment deux cours. Je voudrais signaler qu'on n'a abordé qu'une toute petite partie, hein, les exemples dont j'ai parlé, donc c'était en matière condensée, la physique du rayonnement, les atomes froids, la physique statistique, énormément de directions, parfois plus statistique que physique, mais je pense que vous aurez nécessairement à réutiliser ces outils que vous avez appris aujourd'hui. Alors les prochains cours donc, vous seront donnés par Rémi Monasson, qui vous parlera, moi je vous ai parlé de gaz parfait, ça a permis quand même de comprendre et de décrire beaucoup de systèmes physiques, mais voilà, je vous ai mentionné une fois que quand vous avez des... S'il vous plaît, je vous demande encore 5 à 10 minutes, je n'ai pas fini. Quand vous avez des entités sans interaction, c'est facile de calculer une fonction de partition parce que la fonction de partition se découple. Quand vous avez des interactions, je l'ai mentionné une fois précédente, ces fonctions de partition et donc toute la thermodynamique, c'est beaucoup plus difficile à calculer. Donc, on a un petit nombre de résultats exacts. Il faut souvent faire des approximations. Donc, Norémi vous parlera, ce qu'on appelle les approximations de champs moyens, etc. Et puis, bon, ça permet les systèmes en interaction, vous allez en voir des exemples aussi très quotidiens, je dirais. Hein, c'est toute la physique des transitions de phase. Alors, en ce qui me concerne, je voudrais revenir un tout petit peu sur le rayonnement cosmologique et Penzias et Wilson. Hein. Ce qui leur est arrivé, c'est ce qu'on appelle un exemple de sérendipité. Sérendipité, je ne sais pas si vous connaissez ce mot, certainement, c'est un mot à la mode, hein, qu'on voit dans différents contextes, la pénicilline, le velcro, enfin bon, je ne sais pas dans quel contexte on vous en a parlé. C'est une découverte inattendue grâce au hasard et à l'intelligence au cours d'une recherche dirigée initialement vers un objet différent de cette découverte. Ce qui est exactement ce qui leur est arrivé puisqu'ils s'intéressaient au rayonnement de la galaxie. Donc ils cherchaient un rayonnement intense dans une direction de l'espace. Et ils se sont aperçus qu'il y avait une sorte de bruit qui ne dépendait pas de la direction de l'antenne, donc qui paraissait isotrope, qui ne dépendait pas du jour, de la nuit, qui ne dépendait pas du temps. Ça a été fait sur plusieurs mois, donc indépendamment de la position de la Terre dans l'espace. Ils ont cherché des sources de bruit plus locales, le bruit électronique. Il paraît qu'il y a des pigeons qui s'étaient installés dans l'antenne. Voilà, enfin, bon, il y a des tas d'anecdotes autour de ça. Et puis ils ont failli abandonner parce qu'ils ne comprenaient pas l'origine de ce bruit. Et le hasard, en fait, c'est M. Penzias qui... un jour rencontre un collègue du MIT et qui lui explique bon voilà, ça ne va pas, on est découragé, on ne comprend pas ce qui se passe, etc. Et le collègue du MIT lui dit je connais des gens à Princeton qui ont entendu parler d'éventuellement un rayonnement de l'univers qui serait isotrope et ils essayent de construire une antenne à Princeton pour mesurer ce rayonnement. Donc Penzias téléphone aux collègues de Princeton, qui disent bah oui, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et Penzias leur explique voilà, ils ont trouvé le rayonnement et donc prix Nobel pour Penzias et Wilson. Donc il faut bien voir. Alors le hasard, c'est que ces prédictions de Alpher et Hermann, là dont je vous ai parlé, elles avaient été très peu diffusées. Dans les années 50, l'idée c'était plutôt l'idée d'un univers stationnaire, donc cette description de l'univers en expansion, bon, malgré les résultats de Hubble, etc., bon, c'était moins à la mode. Et donc, ils n'étaient pas, eux, c'était, bon, ils étudiaient les nuages de la galaxie, ce n'étaient pas des cosmologistes. Voilà. Et il se trouve qu'en fait, ils n'étaient d'ailleurs pas les premiers à avoir trouvé ce rayonnement. Certainement, un groupe de Russes avait déjà trouvé ce rayonnement. Et là, c'est vraiment explicite. Donc, ces Français ici s'intéressaient aussi voilà, au rayonnement centimétrique de la galaxie. Et donc, la conclusion de leur papier, c'est qu'en dehors des régions qu'on vient de décrire, la brillance du ciel paraît uniforme. Son rayonnement est difficile à mesurer car il est superposé à des émissions plus intenses de l'environnement, du bruit du récepteur, etc., ce que les autres avaient essayé d'éliminer aussi. Mais nos mesures ont toutefois montré que la température de brillance du ciel est inférieure à 3 Kelvin. Voilà, ils avaient vu quelque chose.
Simplement, ils ne connaissaient pas le papier de Gamow et compagnie. Ils n'avaient jamais entendu parler de cette éventualité. Il n'y a pas eu le coup de téléphone miraculeux, donc ils n'étaient pas moins tenaces, moins intelligents, mais ils n'ont pas eu le hasard. Voilà, donc c'est une belle histoire. Je termine à propos de Penzias et Wilson. J'aime bien parler des laboratoires Bell, parce que d'abord j'ai fait un postdoc, mais ce n'est pas la raison principale. C'est que donc M. Bell, vous connaissez l'histoire de Bell, hein, c'est l'inventeur du téléphone, qui est devenu très riche avec cette invention, qui a construit ce qui s'appelle l'American Bell Telephone Company, et qui était donc une entreprise dans laquelle on a fait énormément de développement technologique, mais de développement fondamentaux. Et on parle souvent de l'opposition entre recherche fondamentale et recherche appliquée. Et ce qui est absolument exceptionnel dans ces laboratoires, c'est qu'en plus des 25 000 brevets qui ont été déposés sur un siècle, on a fait des découvertes absolument fondamentales, donc, dont le rayonnement cosmologique de l'univers. Vous voyez, il y a 7 prix Nobel. Je ne vais pas tous les lire, mais nature ondulatoire des électrons, c'est après De Broglie, l'expérience de Davison et Germer de diffraction des électrons, qui montrait que les électrons étaient des ondes. La découverte du transistor, la théorie de l'information, je vous ai parlé de Shannon au début du cours, qui relie l'entropie au manque d'information. Des phénomènes plus ou moins compliqués dont je ne vais pas vous parler, des méthodes de construction de transistors, les langages informatiques, les capteurs, le refroidissement laser qui est à l'origine de toute la physique des atomes froids. Voilà, c'est une histoire absolument extraordinaire. Alors ce qui s'est passé à la fin des années, début des années 2000, c'est que cette compagnie AT&T a été scindée il y avait une loi antitrust aux États-Unis, elle a été scindée en petits morceaux, vendue en petits morceaux. Les laboratoires Bell se sont dilués, sont partis dans différents départements où la priorité n'était plus la recherche fondamentale. Et donc l'histoire s'est un peu terminée ici. Mais c'est, je pense, une histoire unique où il y a eu cette osmose entre recherche fondamentale et recherche appliquée. Alors si vous avez l'occasion un jour de visiter ces laboratoires Bell, près de New York, vous verrez la statue de M. Bell, et en dessous de la statue, il y a une phrase « Quittez les sentiers battus occasionnellement et plongez dans les bois, vous serez certain de trouver quelque chose que vous n'avez jamais vu avant. » Alors que vous soyez plus tard chercheur, décideur, entrepreneur, tout ce que vous voulez, c'est vraiment ce que je vous souhaite, et je vous souhaite bon courage pour la suite. Voilà.